pour nous encourager et puis pour que le live aussi soit partagé à un plus grand nombre, soit proposé grâce à l'algorithme pardon, de YouTube et que davantage de personnes découvrent ce qu'on fait et nous rejoignent. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager également, c'est très important pour la visibilité de ce que nous faisons, si vous êtes intéressé par ces thématiques-là. Alors, donc, on ne va pas attendre davantage. Ce soir, on va parler effectivement on va parler de l'histoire en tant que telle. Vous savez que la plupart du temps, dans les lives dans lesquels on a participé avant, ou même les lives de la chaîne Comprendre l'Afrique, on évoque souvent l'histoire et les intervenants parlent souvent d'histoire. Et souvent, la phrase qui revient d'habitude, c'est que les Noirs ne connaissent pas leur histoire, etc., etc. Et avec le livre de Kizerbo, qui est le 3e livre que nous lisons une fois de plus dans le cadre du club de lecture, je le rappelle, est un pur livre d'histoire. Mais c'est un livre d'histoire très général qui reprend tous les événements, les connaissances historiques de l'Afrique depuis la préhistoire, on va dire, jusque dans les années 60, puisque le livre, la première édition a été édité le livre a été édité pour la première fois dans les années 60, en 1962. Et donc, ce livre permet vraiment à tout néophyte, à toute personne qui n'est pas spécialiste de l'histoire, c'est un livre de vulgarisation vraiment, qui synthétise énormément de bibliographies, de travaux plus sérieux. D'ailleurs, quand vous lisez le livre, vous voyez qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des articles, il y a des livres, etc. Une grosse bibliographie qui renvoie à des travaux beaucoup plus profonds en archéologie, en linguistique, etc., en datation, etc. Et par contre, l'avantage de ce livre, c'est que c'est une grosse synthèse. Et donc, forcément, qui dit synthèse dit simplification, dit généralisation, mais qui dit aussi aller à l'essentiel, vulgariser, etc. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la découverte de cette histoire-là, vous pouvez également lire l'histoire de l'Afrique, l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, qui est en plusieurs tomes, peut-être 6 ou 7 tomes, voire 9. Je ne me souviens pas. Et là, vous aurez vraiment les détails. Parce que ce livre, enfin, cet ensemble de livres, de tomes, vont beaucoup plus loin que ce livre de Kizerbo. D'ailleurs, le premier tome, le directeur du premier tome, il me semble, de l'histoire générale de l'UNESCO, c'est Kizerbo. Alors, pour parler de Kizerbo rapidement, en gros, c'est une grosse figure dans l'histoire des historiens africains de la période de décolonisation, si je puis dire, donc dans les années 60 jusque dans les années 70, etc. Donc il partageait, on va dire, le haut de la scène des historiens africains et des intellectuels avec, vous connaissez, Cheikh Anta Diop, etc. et d'autres. Donc c'est vraiment des contemporains et c'est toujours intéressant de ne pas s'arrêter par exemple aux travaux de Cheikh Anta Diop uniquement, mais aussi d'aller voir par exemple ce que faisait Kizerbo et le travail qu'il a effectué, etc. et notamment ce travail de synthèse et de généralisation, etc. Et donc j'aime beaucoup, si vous avez eu l'occasion de lire la préface du livre, c'est que voilà, il dédie vraiment ce livre aux futures générations. Il espérait, en tout cas, à l'époque où il écrit ce livre, parce qu'il explique qu'il a écrit en 1 an ou en 2 ans, après avoir voyagé énormément, après avoir sillonné des bibliothèques, etc., dans plusieurs régions, en Tanzanie, pas au Maghreb, mais en Tanzanie, dans certains musées en Occident, en Afrique de l'Ouest, etc., au Nigeria, au Ghana, etc. Et donc, il a vraiment fait un gros travail qui lui a demandé de l'investissement, du temps, etc. Et il a dédié ce livre aux jeunes générations. Et donc, ce que nous faisons sur cette chaîne, c'est un peu aussi
nous répondons à cet appel-là de cet ancien. Nous nous intéressons à son travail qui n'était pas un travail vain, même si voilà, beaucoup de gens ne lisent plus ou des choses comme ça. Nous, on s'y intéresse et on repart sur ces fondamentaux-là pour puiser, voilà, pour puiser dans l'histoire africaine les leçons dont on a besoin pour l'avenir. Donc, voilà. Alors, rapidement, les commentaires. Alors, donc, je vous invite à mettre des pouces bleus. On est bientôt 100 et il y a même pas une soixantaine de likes. Donc, on va commencer. Alors, donc, notre présentation de ce soir, comme je disais tout à l'heure, va concerner les 4 premiers chapitres du livre de Joseph Kizerbo. Donc, en gros, ça va partir de la préhistoire jusqu'au XIIe siècle. Ce que nous faisons ici, c'est déjà le travail de Kizerbo à l'époque, c'était un travail de synthèse, comme je disais tout à l'heure, et vous vous doutez bien que cette présentation, c'est encore une synthèse de synthèse pour susciter aussi l'intérêt à d'autres qui ne connaissaient pas et qui vont découvrir. Donc voilà, on va essayer on va aller vite forcément par le format. Il est possible qu'on oublie certaines choses. Vous pourrez appeler tout à l'heure pour compléter, pour corriger s'il y a des oublis, parce que ça ne manquera pas, etc., etc. Alors, donc on va commencer avec le plan. Alors, donc voici le plan. On va commencer donc par la préhistoire, c'est chronologique en fait. On va voir la préhistoire rapidement. Ensuite, on va voir l'Antiquité, qui est principalement en Afrique. Enfin, ça se passe principalement en Égypte et en Nubie, tout simplement parce que là, on a des données historiques, alors que plus au sud, on n'a pas beaucoup de données. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé la période creuse, qui est une période où effectivement il n'y a pas énormément de données, une fois de plus, en Afrique subsaharienne, même s'il commence à y en avoir. En gros, on aura les dates tout à l'heure, mais la période creuse, en gros, ça va partir du déclin de l'Égypte, donc à partir de moins 1000 jusqu'à plus 300 à peu près, avec Aksum qui commence à comment dire à se développer, à atteindre son apogée. Ensuite, on verra enfin la période entre, on va dire, le 3e, le 4e siècle jusqu'au 12e siècle, avec la naissance, on va dire, des premiers royaumes connus, une fois de plus, parce qu'on ne parle que de ce que nous connaissons, mais ici, ça se trouve, il y avait des choses plus anciennes, mais on n'a pas les données historiques. Et donc là, on verra les premiers royaumes, notamment ce qui se passe du côté du royaume du Ghana, etc., etc. Alors, donc, mais avant de regarder la préhistoire, je pense qu'il est important, et d'ailleurs Kizerbo le fait également dans son livre, c'est de rappeler que l'histoire, comment dire, l'histoire est très fortement, comment dire, contrainte par les données. C'est-à-dire que si on n'a pas de données historiques sur une région, c'est difficile de faire une histoire objective sur cette région-là. Donc, les données historiques, c'est très important, et il y a plusieurs types de données historiques. Il y a les sources écrites, comme vous savez, donc tout ce qui est manuscrit, parchemin, enfin tout ce qui est vraiment écrit, quoi. Ensuite, il y a tout ce qu'on connaît, enfin ce qu'on appelle source orale ou tradition orale, qui est très répandue, notamment en Afrique de l'Ouest. Ensuite, avec la figure du Dieli, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est archéologie, parce que en gros, l'archéologie, l'idée, c'est que on va chercher dans le sous-sol comment dire, des artefacts qui témoignent du passage des hommes dans une région. En gros, quand on a vécu dans une région, on a créé certains types d'outils, on a utilisé des outils, on a
On a construit un certain type d'habitat en fonction des modes de production, souvenez-vous. Et ça, c'est très important parce que ça reste sur le terrain. Et grâce à l'archéologie, on peut commencer à voir l'évolution de tous ces modes de production et de tous ces éléments-là. Également, l'archéologie, de ce point de vue-là, touche un peu à la paléontologie parce qu'on commence à étudier également l'évolution, notamment dans la préhistoire, l'évolution des squelettes, etc. Et puis la formation des hominidés, des homo sapiens, etc. Tout ce qui emmène à l'homme dit moderne, d'après on va dire la théorie qui est reconnue aujourd'hui dans la communauté scientifique. Ensuite, il y a tout ce qui est linguistique, qui est évolution des langues, etc. Ça consiste à étudier les langues d'aujourd'hui, qu'on connaît, et les langues dont on a retrouvé les traces par les sources écrites, et en gros, construire des modèles sur l'évolution des langues et essayer de tracer comme ça l'évolution des peuples qui parlent ces langues-là dans le temps et dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire. Et ensuite, il y a tout ce qui est génétique, et ça, c'est très moderne, parce que la génétique, finalement, dans les années 60, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a énormément avancé. Et d'ailleurs, je vous invite à faire quelques recherches sur les dernières études génétiques sur tout ce qui concerne l'Afrique, etc., notamment l'Égypte, etc. Vous pourrez découvrir des choses très intéressantes et certaines déroutantes. Mais il faut toujours garder une certaine ouverture d'esprit et aussi un esprit critique. Donc, juste ces éléments sur les sources, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on assiste à des courants de pensée ou des mouvements qui semblent ignorer que l'histoire, c'est d'abord l'histoire des sources et des témoignages en fait, du passé, et que moins on a de témoignages, plus on est sujet à des interprétations, à de la subjectivité, etc. Et plus on a de données, plus ça contraint, et moins on peut dire n'importe quoi. Bon, malheureusement pour certains, malgré qu'il y ait des données quand même, ils disent quand même n'importe quoi. Mais bon, ça on n'y peut rien. Mais globalement, c'est ça. Vraiment, il faut avoir en tête l'importance des sources dans l'histoire, parce que c'est ça qui contrôle l'histoire, en fait. Sont les témoignages du passé, on peut pas faire d'histoire. Alors, deuxième élément à rappeler, c'est que l'histoire de l'Afrique, après les périodes d'esclavage et de colonisation, a connu globalement un discours très péjoratif qui est lié à ces deux événements-là, parce que ça faisait partie d'un corpus de pensée qui, pour justifier l'esclavage et puis la colonisation, il y a eu tout un discours de racisme, etc., qui a été développé notamment par les esclavagistes européens. Et finalement, tout ça a emmené une vision très négative de l'Afrique et des Africains dans l'histoire. Et finalement, ça a emmené à un courant de pensée dans les années 60, dont certains aspects ont pu prendre la forme de l'afrocentrisme, qui consistait finalement à aller s'opposer à ce discours-là, ce qui est une démarche absolument normale, parce que c'était un discours qui, à bien des égards, était faux sur plein d'éléments sur lesquels beaucoup de gens, la plupart de la communauté scientifique est d'accord. Et donc, cette école afrocentriste-là s'est opposée à ça. Et cette interprétation négative de l'histoire, et notamment sur les Noirs ne sont pas capables d'inventer des grandes civilisations, des choses comme ça, ils sont primitifs, enfin tout le discours racisme du 17e, 18e, 19e, ça fait que il y a eu une école africaine qui, même pour ceux qui n'étaient pas vraiment dans cette école afrocentriste, il y avait toujours cette volonté de s'opposer et de refuser cette histoire, de se mettre en opposition à cette histoire, on va dire, cette fausse histoire, hein, cette histoire biaisée de l'Afrique, qui, il est vrai, était appuyée aussi par l'absence de données, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données en Afrique. S'il y avait plus de données en Afrique, à mon avis, il y a beaucoup de thèses qui n'auraient même pas vu le jour, parce que ce ne serait pas discutable. Après, il n'y avait pas beaucoup de données, et malgré ça, quand même, certains explorateurs européens, ils ont quand même tordu le coup des données fortes, des fois. Par exemple, il y a eu des Allemands, quand ils sont arrivés au Zimbabwe, ils ont vu les constructions du Grand Zimbabwe à Monomotapa.
Et là, ils ont dit que non, ce n'était pas des Noirs qui ont fait ça. Ils ont dit que c'était des Phéniciens ou des Judéens, une colonie comme ça qui est arrivée là. Voilà, malgré les quelques données qu'il y a, les quelques vestiges, ils ont quand même réussi à tordre l'histoire, on va dire. Mais on peut se dire que voilà, s'il y avait quand même beaucoup plus de données, des textes écrits, etc., beaucoup de représentations, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et donc, cette opposition de la part des Cheikh Anta Diop, des Kizerbo, etc., a quand même poussé toute une littérature que je connais assez bien parce que j'ai lu tous ces livres-là, à vouloir quand même minimiser des paramètres qui sont très importants, tels que par exemple minimiser les sources écrites, par exemple. Pour moi, les sources écrites, c'est fondamental. Pour moi, avant, voilà, l'archéologie aussi, c'est très important, mais pour moi, les sources écrites, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondamental parce que les sources écrites, ça confirme des traditions orales, ça vient confirmer l'archéologie, etc. Enfin, en tout cas, ça vient faire des concordances qui sont très fortes. Et donc, on peut pas comme ça. Je comprends que dans le contexte de l'époque, vu que l'Afrique n'avait pas beaucoup de sources écrites, qu'ils aient voulu minimiser un peu. On le retrouve toujours, même dans le livre de Kizerbo, de Cheikh Anta Diop ou dans d'autres. Toujours dire que oui, finalement, on peut quand même faire l'histoire sans les sources écrites, etc. Essayer un peu de minimiser les sources écrites. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette approche. Je peux comprendre que c'était comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que l'absence de sources écrites en Afrique, il faut quand même avouer que c'est quelque chose qui a énormément desservi l'Afrique dans l'histoire. Plus on avance dans le temps, plus on a des méthodes, etc., enfin, très complexes, des méthodes de technologie qui permettent d'aller au-delà. Aujourd'hui, les datations sont très poussées, l'archéologie est très poussée, la génétique, etc. On peut faire des choses beaucoup plus avancées. Et donc, on peut de plus en plus se départir des sources écrites. Mais il faut bien comprendre qu'avant, c'était très difficile. Donc, je pense que c'est vraiment important de rappeler les sources écrites parce que, par exemple, on sait que dans la trilogie de l'Afrique de l'Ouest, Ghana, Mali, Songhai, sans les auteurs arabes, ça aurait été très difficile de confirmer les sources orales dans cette région, clairement. Et on va le voir. Voilà, donc le rôle, par exemple, des hiéroglyphes en Égypte, c'est fondamental pour comprendre l'évolution de l'Égypte. Et l'absence d'écriture jusqu'à très récemment dans une bonne partie de l'Afrique subsaharienne, notamment en dessous de, on va dire, la forêt équatoriale, ça fait que cette région, à part si on enlève l'archéologie, on ne savait pas grand-chose. Et donc ça, c'est fondamental de rappeler ces choses-là. Donc une fois qu'on a dit ça, on va passer à la préhistoire maintenant. On va essayer maintenant d'accélérer un peu. Ça fait 30 minutes qu'on a débuté. Alors, donc, la préhistoire, globalement, on considère aujourd'hui, avec avec ce qu'a montré la paléontologie et ce qu'a montré l'archéologie, que les hominidés, c'est la grande famille où il y aurait, d'après ce que la communauté scientifique reconnaît aujourd'hui, la grande famille où il y a les grands singes, les orang-outans, les homo sapiens qui sont les humains, etc. Tout ça, c'est dans la famille hominidée, la grande famille espèce hominidée. Et cette espèce-là sera apparue autour de 25-20 millions d'années. 25-20 millions d'années dans les aires géologiques, c'est ce qu'on appelle le Miocène. Et donc, cette espèce aurait évolué entre 20 millions d'années et 1 million d'années, 750 000 ans. Donc durant une phase très très longue, mais pendant laquelle finalement ces hominidés-là ne transformaient pas beaucoup leur environnement et ressemblaient un peu aux grands singes d'aujourd'hui. Donc à part les squelettes, des choses comme ça, on n'a pas retrouvé beaucoup d'outils fabriqués par ces hominidés-là. Or, à partir de 1 million d'années, enfin, surtout à partir de 3 millions d'années, on va dire, 1 million d'années, on commence à voir apparaître, les hominidés commencent à évoluer, et notamment avec un peu plus tard l'apparition de la branche Homo, qui donnera Homo sapiens. Et là, on commence à voir on commence à trouver à côté des vestiges archéologiques, des squelettes, etc., on commence à trouver des outils.
des outils utilisés par ces groupes-là. Et souvent, c'était des outils, en gros, c'était des pierres ou des roches qui étaient taillées de telle sorte à avoir des outils qu'on appelait des bifaces à l'époque, qui étaient tranchants sur l'arête et qui étaient à peu près symétriques. Et ça permettait de faire plusieurs choses. Ça permettait de couper l'avion, puisqu'ils vivaient à l'époque principalement de chasser de cueillette, de chasser, de couper l'avion, de couper les végétaux, d'écraser. Enfin, ça permettait vraiment de faire beaucoup de choses. Et il y avait presque ça comme outil. Après, il y avait aussi on utilisait un peu de silex ou des choses comme ça en fonction des régions et des roches qui étaient disponibles. Mais en gros, voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a appelé le paléolithique. Paléolithique, en gros, il y a deux mots. Il y a paléo. Paléo, c'est ce qui est ancien. Et lithique, c'est comme lithologie, ça veut dire la roche. Lithique, ça vient en gros de l'origine, ça veut dire la roche. L'étymologie. Et donc paléolithique, c'est ancienne roche. Et en gros, c'est juste pour dire que c'est la phase où les humains taillaient, utilisé pour vivre comme outil des roches taillées. Et là, ça s'est passé à peu près, on va dire, entre 1 million d'années et 30 000 ans. Et c'est donc dans cette phase-là que, comme je disais tout à l'heure, l'espèce ou la branche Homo commence à apparaître. Et ensuite, après, alors il faut savoir une chose, c'est que, ça on le verra surtout avec le livre de Very Gordon-Childe, Naissance de la civilisation. Mais quand on parle de toutes ces catégories, c'est ce découpage paléolithique, néolithique, âge du fer, du bronze, etc. Il faut avoir en tête que ce sont pas des découpages objectifs, dans le sens où les phénomènes se sont faits de manière continue et il n'y avait pas des coupures. Dans l'histoire, il n'y a pas, à un moment donné, le paléolithique commence à une date et puis s'arrête à une date et puis l'autre commence. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça, on le reverra bien avec le livre de Very Gordon-Childe, mais ce sont des phénomènes diffus. On fait des catégories pour qu'on arrive à comprendre, parce qu'une fois de plus, vous vous rappelez des lives précédents, les humains réfléchissent beaucoup par catégorie, on catégorise les choses, on fait des modèles, donc c'est pour ça qu'on a découpé comme ça, mais dans la réalité, ce sont des phénomènes continus, avec bien sûr quelques cassures, avec des accélérations, vous savez, en matérialisme dialectique. Mais globalement, c'est ça. Et du coup, ce paléolithique, ce néolithique, etc., ce ne sont pas des choses qui se sont faites de manière synchrone à l'échelle de tout le globe terrestre. C'est-à-dire que quand, par exemple, on utilisait encore des outils de pierre taillés, par exemple, en Europe, ça ne veut pas dire qu'on l'utilisait en même temps en Afrique, en même temps en Asie, de la même manière, par exemple. Et qu'à un moment donné, toutes ces régions, tous ces continents ont basculé au néolithique, et puis toutes ces régions ont basculé à l'Antiquité avec l'utilisation du fer, du bronze, etc. Non, en fait, vous comprenez bien que c'est diachrone, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le monde où il y avait, par exemple, on était déjà arrivé au néolithique, alors qu'il y a des endroits dans le monde où c'était encore le paléolithique. Et même aujourd'hui, vous savez bien que, par exemple, il y a des régions où on envoie des fusées dans l'espace aujourd'hui, et il y a aussi des régions où les hommes utilisent encore, font encore de la chasse et de la cueillette. Et donc, eux, ils sont plutôt dans des modes de production, pas paléolithiques, mais ils sont dans des modes de production, on va dire, néolithiques. Alors qu'à la même époque, aujourd'hui, il y a des groupes humains qui ont déjà de la très haute technologie, etc. Donc, c'est juste pour dire que les modes de production ne sont pas synchrones partout dans le monde de manière, en même temps, mais c'est diachrone. Il y a des endroits où ça va plus vite, il y a des endroits où c'est plus long, etc., etc. Et l'intérêt aussi de l'histoire, c'est de comprendre pourquoi à certains endroits c'est plus long, à d'autres endroits c'est plus rapide, etc. Et tout ça, ça revient un peu au matérialisme dialectique qu'on évoquait déjà les lives précédents. Donc voilà. Donc à partir de, on va dire, 30 000 ans, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le néolithique. Et la différence du néolithique par rapport au paléolithique, c'est que le néolithique, ce ne sont plus que des pierres taillées avec des arêtes très franches. L'homme commence à trouver les moyens de bien polisser la roche. Il commence vraiment, donc on trouve, quand on fait de l'archéologie, on retrouve dans les couches moins anciennes que le paléolithique, donc correspondant au néolithique, des roches qui sont plus taillées et plus polies. Et donc c'est pour ça qu'on appelait ça le néolithique, parce que les hommes ont trouvé des techniques
en tout cas les homos de l'époque, ont trouvé des techniques pour mieux polir les roches. Et également, ils ont commencé à développer, on commence à voir l'apparition des pots, des poteries, des choses comme ça, pour contenir la nourriture, pour contenir l'eau, etc., des choses comme ça. Et une chose très importante, c'est que pendant cette époque, le néolithique, la Terre a connu ce qu'on appelle la dernière phase de glaciation, de glaciation importante. Pourquoi c'est important? Parce que, en gros, vous savez qu'aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, ça c'est un peu technique, et l'une des craintes du réchauffement climatique, c'est que le niveau de mer augmente, en plus de l'augmentation de la température. Pourquoi le niveau de mer augmente? C'est que si la température augmente dans l'atmosphère, parce qu'il y a des gaz à effet de serre, ben, les glaces, les calottes de glace qui se trouvent sur les pôles, donc au pôle nord et au pôle sud, vont fondre parce que la température globale a augmenté. Et d'ailleurs aussi, les glaces qu'il y a sur les montagnes, sur le Kilimandjaro, sur les Pyrénées, les Alpes, etc., vont fondre. Et si ces glaces fondent, ben, ce sont des stocks d'eau qui vont repartir à la mer. Donc, parce que l'eau va drainer sur les montagnes, etc., et ça va repartir à la mer, et le niveau de mer va augmenter. Donc, les glaces, ce sont des stocks d'eau, et quand il fait très chaud, la glace fond, le niveau de la mer augmente, et quand il fait moins chaud, donc il fait froid, le niveau des glaces augmente, et le niveau de la mer diminue, parce que l'eau qui était dans la mer se retrouve au niveau au niveau des pôles et au niveau des glaciers, au niveau des montagnes. Et donc, pendant entre 30 000 ans à peu près et 12 000 ans à peu près, pendant le néolithique, il y a eu des phases de glaciation et de réchauffement. Et cette phase, effectivement, est très importante. Pourquoi? Parce que, le fait que le niveau des mers baissait, ça faisait que tout ce qu'on voit aujourd'hui comme mer, telle que la Méditerranée, à un moment donné, séchait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui, la Méditerranée, les migrants, ils prennent des bateaux pour traverser, etc. Pendant les périodes de glaciation au néolithique, il y a beaucoup d'endroits où tu pouvais passer à pied. Globalement, c'est ça. Il y avait très peu d'eau. En gros, c'était comme des petits lacs. Au lieu d'avoir toute la Méditerranée, tu avais des lacs là où il y a la Méditerranée et les hommes pouvaient contourner et puis passer. Donc ça, c'est très important parce que c'est ça qui permet aussi la migration des hommes de l'Afrique, parce qu'on a dit que l'hominidé, il est apparu en Afrique, vers les autres continents. Donc quand c'est plus sec, les hommes, ils peuvent partir, quitter l'Afrique à pied, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des bateaux à voile qu'on a découvert des millénaires après. À l'époque, il n'y avait pas ça. À la limite, ceux qui avaient des bateaux, c'était des bouts de bois qu'ils mettaient ensemble pour traverser, mais c'était des petites traversées, et même surtout, c'était surtout à pied, parce que le niveau de la mer baissait. Donc ça, c'est très important, première chose. Deuxième chose, c'est que vous vous doutez bien que si il y a glaciation et que le niveau, comment dire, les glaces qui sont aujourd'hui au niveau des pôles progressent au niveau de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe qui a une température, qui a un climat tempéré, se retrouve avec des climats comment dire, très froids, tels qu'au niveau des pôles, bah, tout le climat tout le climat comment dire, tous les climats du monde vont bouger. Donc le Sahara, à ces époques-là, n'était pas un désert. Pendant avec toutes les variations, il y a eu des époques où le Sahara, il y avait énormément de pluie, et le Sahara, c'était une savane. Le Sahara ressemblait au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du Ghana, à la Guinée, en plein Sahara. Et ça fait que les humains, ils ont vécu dans le Sahara pendant très 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 longtemps. Il y avait des équivalents de lions à l'époque, les bêtes de la savane, quoi. Et ça, on le sait comment? On le sait parce qu'on a retrouvé des peintures rupestres dans le Sahara où les hommes de l'époque ont dessiné les animaux donc de l'époque dans le Sahara, des animaux qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le Sahara. Donc ça a laissé penser que bah, là, en plus, on a retrouvé des squelettes, etc. Donc là, ont vécu des humains qui, globalement, étaient dans un environnement qui n'est plus celui du désert d'aujourd'hui. Et c'est là que Kizerbo, maintenant, il fait une petite analyse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que
pendant cette période où le Sahara était très viable, euh, les groupes qui étaient là, qui étaient probablement des groupes noirs, parce que bah, globalement, l'homo, il est en Afrique, donc il était dans les conditions africaines, en sachant qu'il y avait déjà eu des premières vagues de migration qui avaient traversé l'Europe depuis moins 200 000 ans, moins 300 000 ans même, qui étaient déjà sortis d'Afrique et qui s'étaient retrouvés en Inde, notamment, ce qui a donné les Noirs dravidiens que vous savez au sud de l'Inde, en Chine, etc., ou même au sud de l'Europe. Mais globalement, il y avait encore dans le Sahara, il y avait des groupes humains qui s'apparentaient aux Noirs. Et donc, on va dire, entre la fin de la glaciation, donc à peu près 12 000 ans, et à peu près 5 000 ans, qui est la sortie vraiment, qui est le début de l'âge de fer, avec la naissance de l'Égypte, etc. Enfin, la naissance des groupes ethniques qui vont donner l'Égypte. Il y a un réchauffement progressif, ce qui fait que le Sahara commence à se désertifier de plus en plus. Donc le Sahara se désertifiant, bah, concrètement, les humains qui vivaient dans l'endroit viable où il y avait de la végétation, il y avait une certaine exubérance, bah, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à voir que le désert prenait de plus en plus de place. Donc il y a des groupes humains qui ont migré vers le nord et des groupes humains qui ont migré vers le sud, pour laisser en gros cette bande sahélienne où personne n'habite de manière permanente. Donc ceux qui ont migré vers le nord se sont recueillis dans les endroits les plus humides, où ils pouvaient continuer à faire de l'agriculture, etc. Et le seul endroit très humide, on va dire, où les humains ils pouvaient aller s'abriter pour continuer à avoir leur mode de vie, c'était le Nil. Donc il y a plusieurs vagues de migration de clans, c'est très important de le rappeler. Donc c'était des clans, mais des clans qui étaient intégrés probablement dans différents groupes ethniques. Bon, on n'a pas assez de données, mais ce sont des migrations qui se font surtout à l'échelle de clans, qui sont venus progressivement s'installer au niveau du Nil. Et c'est ça qui a donné la première densité démographique du Nil, qui plus tard emmènera à cette révolution, on va dire, cette révolution de l'Antiquité, la révolution urbaine, comme Very Gordon Childe le dit, on le verra, qui après emmènera à l'explosion, au boom de l'Égypte. De l'autre côté, les groupes qui vont vers le sud, bah, ils vont aller s'accumuler sur la marge sud du Sahara, donc ce qu'on appelle le Sahel aujourd'hui, et d'autre part, c'est ce qui va donner certains royaumes tels que le Ghana, par exemple, où il va commencer à avoir comme ça plein de clans qui vont venir là, commencer à se mélanger. Et donc voilà. Donc, une fois que ces groupes vont comme ça accumuler au niveau de l'Égypte, et Kizerbo, il pense que naturellement, vu que dans le désert, c'était plutôt des humains de type noir, négroïdes comme ils les appellent, bah, logiquement, les premiers habitants de la vallée du Nil, ce sont des gens qui sont partis de l'ancien Sahara verdoyant vers le Nil. Le Sahara devenant progressivement un désert. Donc, naturellement, c'était donc des humains de type négroïde. Donc, d'après Kizerbo. Donc là, on finit donc vraiment la phase néolithique. Alors, les caractéristiques de cette phase-là, c'est que globalement, l'humain, au lieu de, pendant que au paléolithique, c'était plutôt de la chasse-cueillette, etc. Vous savez, avec les pierres taillées. Là, on commence à passer à des modes de production qui intègrent maintenant l'agriculture et de l'élevage. On commence à apprivoiser des animaux, on commence à faire de l'agriculture, d'abord à petite échelle et puis de plus en plus à grande échelle. Et c'est à partir de là que l'homme il va passer maintenant de la pierre polie, qui était déjà une amélioration technique, et il va passer maintenant à l'utilisation de métaux. Dans la zone méditerranéenne, l'homme a utilisé plutôt le cuivre et puis le bronze, mais plus au sud, on le verra plus tard, en Afrique subsaharienne, on n'a pas connu de phase bronze et cuivre. On est directement passé d'une économie néolithique, âge de la pierre polie, à l'âge du fer, en sachant que dans la zone méditerranéenne, en Europe, etc., c'était d'abord âge du cuivre, c'est d'abord cuivre, bronze et puis fer. Mais en Afrique, on est passé directement, on va dire, du néolithique, quoi, les pierres polies, au fer. Et d'ailleurs, c'est l'une des énigmes aussi. Voilà, on reverra ça tout à l'heure avec la migration des Bantous. Et ça fait que l'utilisation du fer, ça fait que on commence à maîtriser. Déjà, on maîtrise mieux la nature parce qu'avec le fer, on défriche
2 fois ou je sais pas 3 fois plus vite qu'avec des pierres. Donc on arrive à plus facilement apprivoiser la nature autour du Nil progressivement, hein, après des centaines et des centaines d'années. Et on met en place donc cette agriculture-là qu'on connaît de l'Égypte, qui a emmené la richesse de l'Égypte, avec des systèmes d'irrigation, etc., qui font que la production de blé ou des choses comme ça en Égypte a été de plus en plus extraordinaire, au point où il a mis à exporter sur toute la Méditerranée le blé. Et c'est ce qui fait que l'Égypte est devenue une grande puissance, etc. Donc, le plus important à retenir, c'est vraiment ces changements de mode de production qui, après, permettent de mieux apprivoiser la nature et de gagner en productivité, et puis de former des groupes humains de plus en plus importants, et de mieux, de maîtriser, on va dire, la nature, etc. Donc là, on est à partir de l'Antiquité, on considère globalement, c'est de moins 5000 ans à moins 70 avant Jésus-Christ, pardon. Et surtout, moins 5000 ans, c'est les tout débuts, les prémices de l'Égypte antique. En sachant qu'aujourd'hui, on considère à peu près à moins 3500, moins 3000 ans, le début on va dire l'unification de l'Égypte. Si on dit unification, c'est parce qu'avant, il y avait des groupes éparses au niveau de l'Égypte, et que progressivement, ces groupes se sont agrégés. Et donc, ce qui marque aujourd'hui, on va dire, le début de l'empire, on va dire, égyptien, c'est l'unification sous un empereur qu'on appelle Narmer, ou que les Grecs ont appelé Ménès. Et donc, c'est lui qui serait à l'origine de la première dynastie. Et il faut avouer que, quand on regarde déjà, Narmer est très connu parce qu'on a retrouvé la palette de Narmer, c'est assez bien daté, etc. Et surtout, il y a des éléments qui semblent se concorder à ce que Kizerbo dit par rapport à cette migration des peuples du Sahara vers le Nil, des peuples plutôt négroïdes, parce que quand on regarde la tête de Narmer, de la statue qui est attribuée aujourd'hui, le buste qui est attribué aujourd'hui à Narmer, vu son nez, c'est difficile quand même qu'il ne soit pas considéré comme négroïde, d'une, et de deux, on sait que ce roi Narmer, qui a unifié la Basse-Égypte et la Haute-Égypte, il venait du sud. Il ne venait pas du nord, mais c'est clairement connu, et aujourd'hui, ça fait assez l'unanimité qu'il venait du sud. Donc, tous ces éléments concordent à dire globalement que globalement, les premiers, au moins les premiers dirigeants de l'Égypte étaient ces populations négroïdes-là qui ont migré depuis le Sahara. Ensuite, il y a, il y a ce qu'on appelle, ce que Kizerbo a appelé l'Ancien Empire, en gros, qui dure de la première dynastie à la 12e dynastie. Et cette époque est caractérisée, vous savez, par les pyramides de Khéops, ou des choses comme ça. Et juste quelque chose de très important, c'est que, comme vous voyez sur la carte, il y a ce qui est appelé la Basse-Égypte et la Haute-Égypte. Et au sud, il y a ce qui est appelé Couche. Et donc, l'unification, on va dire, de la Basse-Égypte et de la Haute-Égypte, dont la capitale de la Basse-Égypte, c'est Memphis, quoi. Et la capitale de la Haute-Égypte, c'est Thèbes. Alors, pourquoi on appelle ça Basse-Égypte et Haute-Égypte? Vous retrouverez souvent les termes, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous retrouverez les termes basse, bas et haut par rapport à des cours d'eau. C'est-à-dire que quand un cours d'eau coule d'un endroit à un autre, on dit que le cours d'eau coule de l'amont à l'aval. Et sur l'amont, on dit le haut. Par exemple, le haut Nil, c'est l'amont du Nil, et le bas Nil, c'est l'aval jusqu'au delta. Donc, c'est pour ça qu'on dit Basse-Égypte. Par exemple, le bas Congo, c'est toute la région qui, en gros, part du nord de l'Angola, le Cabinda et le sud du Congo, parce que le Congo va se jeter au niveau de la mer. Donc, on appelle ça le bas Congo. Et le haut Congo, c'est toute la zone au nord du Congo-Brazzaville, au nord de la RDC, voire jusqu'à l'Ubangi, Chari, etc. Ça, c'est le haut Congo.
Et donc, par rapport à un cours d'eau, l'amont, on dit le haut du cours d'eau, et l'aval, on dit le bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a Haute-Égypte et puis Basse-Égypte. Et donc, cette étape d'unification avant, c'est quelque chose de très, très important, qui est, à mon avis, l'un des éléments les plus importants à retenir de la présentation, parce que dans la formation des empires, des royaumes et surtout des empires, l'étape d'unification est fondamentale. Pourquoi? Parce que ça emmène une homogénéisation qui n'est jamais parfaite, mais au moins qui est une homogénéisation qui permet d'agréger des groupes humains très grands, pardon, et qui permettent de se défendre, etc. Et donc, cette dynamique interne des empires, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est même prépondérant à tout ce qui est extérieur. Parce qu'on verra par exemple qu'à la fin du premier empire, enfin à la fin de l'ancien empire, bah, il y aura, vous savez, si vous connaissez bien l'histoire de l'Égypte, il y aura des luttes entre des clans de la Basse-Égypte et des clans de la Haute-Égypte, qui va finir par la victoire des clans de la Haute-Égypte avec qui s'appelle la dynastie Atef ou quelque chose comme ça, avec des pharaons tels que Moutan-Hotep ou des choses comme ça. Et donc, à l'intérieur des empires, il y a des dynamiques. Et ça, ce sont des dynamiques claniques. Tout le fait de vouloir garder l'Empire uni, c'est quelque chose de très important pour la vie de ces grands groupes-là. Et on verra notamment justement, et en étudiant après les royaumes plus tardifs de l'Afrique subsaharienne, que la question de l'unification, bah, c'est un peu la question fondamentale qui a fait que plus le temps avançait, plus dans les autres régions du monde, les grands groupes s'unifiaient, en Europe, etc., ailleurs, en Eurasie, en Chine, etc. En Afrique, les unifications souvent étaient fragiles. Donc, ça fait que bah, souvent, on s'est retrouvé avec des petits groupes, ce qui explique aussi la grande diversité en Afrique, hein, linguistique, culturelle, etc. Et bah, que ces petits groupes étaient vulnérables. Donc, la question de l'unification est fondamentale. Donc, ici, on le voit dans le cadre de l'Égypte, mais même pour des équivalents de l'époque, parce que vous savez qu'à partir de moins 3500, il y a plus au nord comment dire, la Syrie qui commence à, pas la Syrie d'aujourd'hui, mais la Syrie avec un A2S qui commence à émerger, d'abord sous la forme de deux royaumes, vous savez, Akkad, avec son roi qui s'appelait Sargon, et puis tout ce qui était Babylone, et puis après, la grande naissance de la Syrie, c'était l'unification du royaume de Sargon, les Akkadiens, là, comme on voit dans le cinéma, dans certains films, et puis et avec Babylone. Et c'est l'unification de ces deux pôles qui a créé, on va dire, la grande Assyrie, qui, vous savez, à partir de moins 700, va tout simplement battre l'Égypte, et conquérir l'Égypte. Et justement, donc, tout ça pour dire que la phase d'unification est fondamentale. Et c'est l'un des éléments sur lesquels on apportera souvent l'analyse pour étudier justement la structuration des royaumes africains et en quoi ils ont été fragiles à bien des égards face à plus tard, à des attaques extérieures, etc. Ensuite, donc, après, on va dire, l'ancien empire, en gros, hein, d'après les grandes périodes définies par Kizerbo, on passe à ce qu'on appelle le Moyen Empire. Alors, à partir du Moyen Empire, c'est là qu'il y a plusieurs peuples qui commencent à venir, on va dire, à attaquer l'Égypte. Donc, on retrouve les attaques des peuples tels que les Hittites, on retrouve des peuples tels ce qu'on a appelé les peuples des mers. Il y a également des peuples du désert, tels que les Libyens, qui commencent à attaquer l'Égypte, etc. Et tout ça, ça fait que à la fin de ce Moyen Empire, ça emmène à à des alliances avec des peuples qu'on a appelés les Hyksos, qui sont des peuples qui sont venus d'Eurasie. Et ces Hyksos, ils finissent par prendre le pouvoir en Égypte. Et c'est ce qui marque la fin, on va dire, du Moyen Empire. Et Hyksos, ça veut dire littéralement roi ou dirigeant étranger, tout simplement, Hyksos. Littéralement. Et donc à partir de là, ces Hyksos-là, ils reprennent le pouvoir à ces clans du sud, les clans de Thèbes, ils perdent le pouvoir au profit des Hyksos,
Et de le nouvel empire, ces clans-là vont reconquérir le pouvoir parce qu'ils ils vont se retrouver en sandwich entre Kush, Kush qui est un empire qui était aussi se développer le long du Nil, mais en amont de la Haute-Égypte, qu'on appelle littéralement la Nubie, hein, qui avait pour l'une des grandes cités-États, c'était ce qu'on appelait Méroé. Et donc là, pour le coup, ça fait l'unanimité que Kush, c'était majoritairement des Noirs. Ça fait très peu de débat, contrairement à l'Égypte qui soulève beaucoup de passion. Et ces Kushites, ils attaquaient beaucoup l'Égypte. C'était un peu enfin, les frères dans la guerre, enfin, comment dire, les frères adversaires de l'Égypte, quoi. C'était un peu comme la France et l'Allemagne, quoi. Et donc, quand les Hyksos prennent le pouvoir, on va dire, dans la basse Égypte et qui commencent à remonter au niveau de la haute Égypte, ben, les clans de Thèbes, ils se retrouvent en sandwich entre les Kushites et la basse Égypte et ces Hyksos-là. Et ils réussissent, il y a deux pharaons, je ne me souviens pas de leur nom, qui réussissent à reprendre le pouvoir, à battre les Kushites dans un premier temps et même à bien des égards s'allier avec certains clans Kushites. Et puis après, ils repoussent les Hyksos et c'est ceux qui ils chassent les Hyksos, quoi, tout simplement. Donc ils reprennent le pouvoir en Égypte et c'est ce qui emmène à ce qu'on appelle le Nouvel Empire avec tous les pharaons les plus célèbres qu'on connaît, Toutankhamon, les Ramsès, des choses comme ça. Et donc ça, c'est, on va dire, la dernière grande période mythique de l'Égypte, quoi, avec, voilà, avec des très grandes réalisations. Et cette époque va commencer à connaître une fin vers les années moins 1000, moins 1100, tout simplement parce que bah, l'empire assyrien, comme je disais tout à l'heure, commence à se structurer énormément parce qu'ils se sont unifiés depuis les années moins 3000. Maintenant, ils commencent à déborder et arriver à l'Égypte par ce qui est enfin, toute la bande Jérusalem, etc. Ils déferlent sur l'Égypte progressivement. Et ça fait que en moins 700, les Assyriens, sous le roi, il me semble, Assaradon, quelque chose comme ça, ils finissent par prendre le pouvoir, tout simplement, en Basse-Égypte, à Memphis. Et puis après, ils remontent, ils vont jusqu'à Thèbes et ils saccagent Thèbes. Et là, c'est vraiment le début du déclin parce que l'Égypte ne se relèvera presque plus à partir de ce moment-là. Et donc, mais par contre, ces rois assyriens, vous savez, pour la petite histoire, les Assyriens, vous savez, il me semble, il y a Assaradon qui est le père il me semble, d'Ashurbanipal. Et Ashurbanipal, il n'était pas très intéressé par l'Égypte. Donc, il va faire passer l'Égypte comme une zone vassale, en gros, une région vassale. Et en parallèle, les Assyriens ont commencé à avoir une grande confrontation avec un autre peuple qui était à l'est, qui étaient les Perses. Et vous savez que à partir de, je sais pas, entre moins 600 et moins 400, les Perses vont finir par battre les Assyriens. Et donc, les Perses battant les Assyriens, ben, ils vont récupérer toutes les régions contrôlées par la Syrie, dont l'Égypte. Donc, l'Égypte va passer sous la sphère perse. Après être passé par la sphère perse, on va passer dans les années moins 300, ils vont passer dans la sphère, on va dire, grecque. Pourquoi? Parce que Alexandre le Grand, le Macédonien, mais qui est attaché à la civilisation grecque, entre guillemets, va dominer, vous savez, une grande partie de ce qu'on appelait à l'époque le monde connu. Et donc, il va battre les Perses, il va aller jusqu'en Inde, et ils vont également conquérir ce qui était devenu Perse, donc l'Égypte. Donc, à partir de là, il va mettre, quand Alexandre le Grand il va mourir, il y a un de ses généraux qui s'appelle Ptolémée, qui va prendre, on va dire, le pouvoir, qui va recevoir l'Égypte. Et donc, ce sont ses descendants qui donnent la ligne des pharaons qu'on appelle les Ptolémées, qui sont pour le coup là, ce sont des pharaons qui sont grecs, quoi. Les mecs, ce sont vraiment des Européens. Et donc, après, on va dire, les Ptolémées, cette phase-là, ensuite viennent naturellement plus tard les Romains
qui viennent vraiment en finir avec l'Égypte. Et un peu l'apothéose, on va dire, de cette fin, c'est quand les Romains brûlent la bibliothèque d'Alexandrie, il me semble. Et donc là, ça marque vraiment la fin de l'Égypte, quoi. Et donc aussi, ça marque aussi la fin de l'Antiquité, d'après le découpage historique qu'on connaît, on va dire, qui est assez commune aujourd'hui. Donc voilà, on va dire, pour la phase Antiquité. Très important, la rivalité Égypte-Nubie. Nubie, en gros, c'est Couche. Hein. Nubie, c'est la grande région désert de Nubie. Mais le royaume qui était là, c'était Couche. Et l'une des grandes cités-États de Couche, c'est Méroé. Et de là, il faisait énormément de commerce avec l'Égypte et énormément d'échanges, mais également des guerres. Et il y a des théories qui disent que l'utilisation du fer en Égypte serait venue de Couche, où ils avaient déjà commencé un peu plus tôt à développer, à travailler sur le fer, avec des techniques telles que la technique du cire perdu, de la cire perdue ou des choses comme ça, qui permettent de mouler en gros des épées dans de la cire après qu'on fond avec du feu, enfin des choses comme ça. Et donc ça se serait venu de Couche. Donc Couche serait assez techniquement, certains historiens européens ont dégradé Couche, on va dire, en termes d'apport à l'Égypte. Et il y a beaucoup de ces auteurs, on va dire, africains des années 60 qui ont remis en lumière les apports de Couche dans la civilisation égyptienne, d'autant plus que souvent, quand l'Égypte s'est retrouvée face à des envahisseurs, souvent, ils se sont repliés, notamment ce sont les clans de Haute-Égypte qui étaient très proches, en fait, qui touchaient Couche. Et ce sont donc du coup, les nouvelles révolutions, en fait, les luttes d'indépendance, si vous voulez, pour reconquérir la basse Égypte, venaient souvent du sud. Le sud, qui en gros, c'est la Haute-Égypte, qui avait un certain nombre de relations et des échanges culturels, etc., avec Couche et la Nubie. Voilà, pour les relations, on va dire, entre l'Égypte et la Nubie. Voilà, voilà. Alors, juste les commentaires rapidement. Alors, je vois qu'on est bientôt 150. Il y a 126 likes. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Il nous reste, on va aller un peu vite là, il nous reste moins de 30 minutes à peu près. Et puis après, on va recevoir Eche Homo et ouvrir le panel. Alors, je vais continuer la présentation rapidement. Alors, donc, on vient de voir que, en gros, la fin de l'Antiquité, entre guillemets, c'est à peu près moins 30, moins 70, avec les Romains qui prennent l'Égypte, on va dire, devient une zone qui tombe sous la sphère d'influence romaine. Et ce que Kizerbo appelle les périodes creuses, en gros, ce sont des périodes qui partent à peu près donc de moins 1000, moins 900, la période où l'Égypte commence à décliner avec toutes ces attaques. On vient de voir en moins 700 les Assyriens, en moins 400 les Perses, en moins 350, quelque chose comme ça, les Grecs, enfin les généraux d'Alexandre le Grand, ensuite les Romains, donc toute cette période de déclin. Ensuite, toute la période à partir à la fin de ce déclin, donc les années moins 30 jusqu'aux années plus 300, plus 400, globalement, plus 500 même, ce sont ce qui est c'est appelé une période creuse parce que d'une part, il y a ce déclin de l'Égypte et aussi de la Nubie, et plus au sud, on n'a pas beaucoup de données. On n'a pas, quand je dis plus au sud, c'est tout simplement l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Alors, on va voir qu'il y a la civilisation Nok, mais à part la civilisation Nok, on n'a pas énormément de données en tant que telles. Et plus au sud de la forêt équatoriale, c'est pire. Vraiment, c'est le désert, quoi. Et justement, donc, la civilisation Nok, c'est quelque chose qui est très important. Il y a des archéologues qui ont travaillé, il me semble, je ne me rappelle plus dans quelle année, et qui ont exhumé presque cette civilisation qu'on appelait la civilisation Nok, pas loin du plateau de Jos en Égypte, au Nigeria.
Et en gros, on a retrouvé des couches de sol, des bustes, des statues, des statuettes, etc. Et on a commencé à creuser et on s'est rendu compte que là, à cet endroit, s'était développé presque une civilisation, hein, vraiment un groupe d'humains qui était assez cohérent et qui avait surtout des techniques très développées pour l'époque par rapport à ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'ils travaillaient déjà le fer, ils maîtrisaient déjà, ils faisaient déjà de l'agriculture, ils travaillaient le fer, et ils avaient de la poterie, et ils arrivaient déjà quand même à faire des statues, enfin, et des bustes assez naturalistes, même si c'est encore le début, c'est encore un peu, enfin, ce n'est pas Ife-Ilé. Ife-Ilé, ça va être vraiment le paroxysme de ça, mais c'est déjà le début, on va dire. Et ça fait que on a commencé à se demander d'où vient cette civilisation-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, avec les données qu'on a, on n'arrive pas à dire exactement la civilisation de Noc vient d'où. Mais par contre, il y a des théories et c'est là que les gens commencent à prendre position. Alors il y en a qui disent que la civilisation Noc, ils viennent d'Égypte. Il y en a qui disent non, ils viennent pas d'Égypte et que ce sont déjà ces premiers peuples-là qui migraient depuis le Sahara, qui se sont retrouvés au sud de l'Afrique de l'Ouest, donc au niveau du Nigeria, vraiment pas loin de l'embouchure du Niger. Et donc, voilà, il y a plusieurs théories pour l'origine de la civilisation Noc, mais très important. Dans les dates, quand on met moins 1500 à moins 500, c'est pas vraiment la durée de la civilisation Noc, mais c'est plutôt l'incertitude de quand c'était exactement. Parce que au niveau de ces datations-là, il y a une très très grosse incertitude. Il y en a qui disent moins 900, il y en a qui disent même plus récemment moins 300, etc. Ce n'est pas vraiment un sujet qui est bouclé, tout le monde est d'accord. Mais globalement, vous voyez à peu près la période où ça s'est à peu près passé. Donc, pendant qu'en Égypte, ils étaient déjà avec des chars d'assaut, des roues, ils faisaient du commerce sur toute la Méditerranée. Dans cette région-là, il y avait la civilisation Noc qui commençait déjà, qui émergeait, qui avait déjà des modes de production assez développés pour ce qui se passe dans la sous-région globalement à l'époque. Et alors, deuxième chose, c'est Aksum. Aksum, c'est ce petit royaume, enfin petit, aujourd'hui c'est petit, mais à l'époque c'était un grand royaume, qui était au sud de la Nubie, parce que tout à l'heure on a vu qu'il y a l'Égypte, il y a Couche, qui est la Nubie, et ensuite au sud de la Nubie, vous le voyez sur la carte ici, donc vous avez Nubia là, donc il faut imaginer que c'est là où il y avait Couche sur la carte de l'Égypte, et au sud vous avez Aksum. Aksum qui représente à peu près le nord de l'Éthiopie d'aujourd'hui, et ça correspond à peu près à la région tigréenne. Vous savez, Tigré, c'est là qu'il y a eu la guerre récemment en Éthiopie. Et donc, Aksum, c'était un peu le noyau de ce qui deviendra plus tard l'Abyssinie, l'Éthiopie, etc. Et là, ça devient intéressant parce que là, dans cette région, on retrouve pas mal d'éléments archéologiques, contrairement à l'ensemble du continent au sud, enfin, mis à part Noc, bien évidemment, où on commence à retrouver des pièces avec en effigie des dirigeants, des rois, des empereurs, etc. Et surtout, alors l'écriture Ge'ez va arriver un peu plus tard, parce qu'au tout début d'Aksum, il n'y avait pas encore l'écriture. Enfin, ça va venir progressivement. Mais déjà, ce peuple-là a été aussi, on l'a affirmé, on l'a certifié avec des textes écrits. Notamment, le plus connu, c'est le périple de la mer d'Érythrée, où en gros, il y a un général romain, on pense que c'est un général romain byzantin, mais on n'est pas sûr à 100%, qui a navigué le long, on va dire, de la côte, de la corne de l'Afrique, en longeant la mer. Vous savez, la petite mer qui est bloquée entre l'est de l'Afrique et la péninsule arabe. Donc, il a longé, il a fait, avec son bateau, il a fait escale sur plusieurs points, et il est allé très au sud. Il serait même allé au sud, au sud de la Tanzanie, voire la Mozambique. Et donc, il a décrit beaucoup de choses qu'on reconnaît aujourd'hui. Donc, il a fait une carte, on reconnaît Aksum, on reconnaît plusieurs localités le long de l'océan Pacifique. Il décrit le Kilimandjaro, il décrit ce qu'il appelle les montagnes de la Lune, qui pourrait être le Rwenzori, par exemple, qui est une montagne qui se situe entre la RDC et l'Ouganda.
Voilà, il décrit vraiment plusieurs éléments qu'on retrouve et les historiens donnent du crédit à ce périple-là. Et ça permet de confirmer, par exemple, les origines de ce qu'a été Aksum. Parce qu'après, bien évidemment, avec le développement de l'écriture gaze, vous savez que Aksum, ils vont devenir chrétiens en gros en 300 après Jésus-Christ, 400 après Jésus-Christ, donc très tôt, bien avant plusieurs peuples européens, la majorité même, je dirais. Et donc, ils vont devenir chrétiens coptes, reliés à l'église d'Égypte. Parce que vous savez que les Égyptiens, du coup, ils sont tombés sous le joug des Romains byzantins qui étaient chrétiens. Et donc, ça a débordé sur Aksum, ce qui va devenir l'Éthiopie. D'ailleurs, aujourd'hui, les Éthiopiens sont toujours des chrétiens monophysistes, on dit. Et donc, voilà pour ce royaume-là, Aksum, qui va se développer globalement, progressivement, va connaître un apogée, puis un déclin, avant que les empereurs, on va dire, d'Abyssinie commencent à s'étendre un peu plus vers le sud, progressivement, jusqu'aux grandes conquêtes beaucoup plus tardives, mais ça, c'est même pas dans la plage historique qu'on regarde, qui permettront de constituer ce qu'on appelle l'Éthiopie, etc. Donc ça, c'est pour Aksum. Ensuite, il y a un phénomène qui est très important, pour lequel on a beaucoup d'incertitudes, c'est la migration des Bantous. La plage qui est mise ici, c'est entre moins 2000 et 1500 après Jésus-Christ. Les 1500 après Jésus-Christ, on en est presque sûr, parce qu'on a les vestiges. En histoire, c'est toujours plus facile d'affirmer sur des vestiges plus récents que des vestiges plus anciens. En gros, plus on est ancien, plus on a des incertitudes, parce qu'il y a des incertitudes sur les méthodes de datation. Plus c'est récent, moins il y a d'incertitudes, ou plus il y a de certitudes. Donc, 1500 après Jésus-Christ, on est à peu près, les gens sont à peu près d'accord que jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, les groupes bantous continuent encore à migrer et n'avaient pas encore atteint le sud du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Donc, ils continuaient toujours à descendre progressivement. Et par contre, le moins 2000 avant Jésus-Christ, alors il y a des gens qui sont, Kizerbo par exemple, il dit que c'est pas moins 2000, enfin, lui, il pense que c'est plutôt moins 100, moins 200, et que ça se serait fait très rapidement, c'est ce qu'il dit dans son livre. Mais il y a des gens qui pensent que la migration des Bantous a commencé bien avant, depuis moins 2000, etc., et que ça s'est fait progressivement. Mais le truc le plus important à retenir, c'est que la migration des Bantous, en gros, met en contact des peuples qui partent de la région sahélienne, donc lac Tchad, voire plateau de Jos, là où il y avait la civilisation Nok, des groupes qu'on appelle des Bantous, qui commencent à migrer vers le sud, en passant principalement par la région des Grands Lacs. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup la carte qui a été mise ici, mais bon, il y a plusieurs hypothèses. Et cette hypothèse de l'origine des Bantous depuis le lac Tchad est notamment corroborée par le linguiste, vous savez, Greenberg, avec son étude des langues bantoues. Donc voilà, il y a plusieurs études comme ça qui sont cohérentes. Et donc, ces Bantous-là, ils auraient migré vers le sud et ils auraient rencontré des groupes plus petits qui sont les Khoisan, qui sont les Pygmées Mbaka, qu'on retrouve par exemple au Cameroun, au Congo, d'autres groupes d'autochtones, ou même au sud de l'Afrique de l'Ouest, on parle souvent de peuples qui s'appellent les Négrilles, qui sont en gros des anciens, des lambeaux d'anciens peuples qui étaient là, enfin des Noirs, mais qui ont été progressivement, qui ont vu submerger sur eux d'autres groupes qui sont appelés Bantous, et que ces groupes-là, eux, ils avaient une particularité, et ça, on arrive par contre à très bien dater cette évolution, notamment par l'Afrique de l'Est, c'est que ces peuples maîtrisaient le fer, fondamentalement, la poterie et l'agriculture. Alors, quand on dit oui, ils maîtrisaient le fer, la poterie, l'agriculture, on a l'impression que oui, ils ont créé la civilisation Wakanda, ils avaient des vaisseaux. Non, en gros, c'était déjà l'équivalent des villages qu'on connaît aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient le fer, ils avaient des houes et des machettes avec des manches et des zones où on coupe en fer. Et ils maîtrisaient la poterie, donc ils avaient des fours, ils savaient faire des fours pour chauffer justement le fer. Et en parallèle, ils savaient faire des pots pour garder des aliments, l'eau, etc. Et ils maîtrisaient tout un ensemble de techniques qui fait qu'ils ont été des grands agriculteurs, qu'on appelle, pour les groupes qui étaient fixés, qui ont fait des grands royaumes progressivement, tels qu'au Congo
ou plus tard, Congo, c'est à partir du 7e siècle, mais plus tard, les Luba, les Lunda, tout ça. C'est vraiment cette maîtrise du fer, cette agriculture qui a permis, dans des environnements stables, tels que les plateaux au bord du fleuve Congo, hein, sur le rebord, donc là où il y a le royaume Congo, le royaume Lunda, Luba, on n'est pas dans la forêt, on est vraiment sur les bordures, et c'est cette condition idéale, avec la maîtrise de l'agriculture, du fer, etc., ont permis de développer même si, dans cette région, souvenez-vous de mon live sur l'impact de l'environnement sur l'histoire, dans ces régions, il n'y avait pas de bovidés. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, où on avait apprivoisé des bovidés déjà, où on fait de l'élevage, dans cette région, on n'en a pas. Donc, dans cette région-là, tout se faisait à la main, etc. Mais malgré ça, ils ont quand même pu développer des agglomérations assez grandes. Alors mais par contre, la majorité des groupes bantous, ils n'ont pas formé des royaumes ou des choses comme ça. Ils ont formé des chefferies, des petits groupes, etc., qui progressivement ont évolué jusqu'au sud, ce qui a donné les Xhosa, les Zoulous, etc. Même si certains plus tard, ils vont faire des royaumes, tels que les Zoulous, les Xhosa, enfin, tous ces groupes-là. Mais ça, c'est un peu tardif par rapport à ce que je vous raconte là. Donc, eux, ces Bantous-là, ils vont migrer progressivement vers le sud et ils vont repousser tous les peuples qu'ils vont trouver là. Tous ces peuples, on va dire, autochtones. Donc, les Bantous ne sont pas vraiment autochtones de la zone au sud de la forêt équatoriale, on va dire. Et donc, la maîtrise de ces quelques éléments a vraiment permis aux Bantous de progresser très vite et d'occuper vraiment la moitié du continent, pour certains en moins de 1000 ans, pour d'autres en 2000 ans. Mais même en 2000 ans, c'est énorme, quoi. Des migrations comme ça, c'est énorme et c'est comparable à bien des égards à d'autres migrations telles que... alors oui, c'est vrai que la migration des Germains, c'est peut-être un peu plus rapide, mais globalement, c'est ça. C'est vraiment des peuples qui descendent vers le sud très rapidement et qui envahissent, atteignent des nouveaux territoires. Et donc, c'est un phénomène qui a profondément marqué l'Afrique parce qu'aujourd'hui, les langues bantoues font partie des langues majoritaires en Afrique. Il y a une diversité énorme des bantous en Afrique. Et donc, cette migration-là a vraiment eu un impact sur l'histoire postérieure, on va dire, de l'évolution de l'Afrique subsaharienne. Et ça se fait vraiment dans la période, comme je vous ai dit, entre moins 2000 pour certains, entre moins 100 pour d'autres, jusqu'à 1500, voire 1600. Donc voilà pour ce qu'on appelait les périodes, on va dire, creuses. Ensuite, on en arrive à ce qu'on appelle la naissance des royaumes. Alors, la naissance des royaumes, là, on commence à sortir, on va dire, de la période creuse. Comme je vous ai dit, la période creuse, en gros, c'est moins 1000, le début du déclin de l'Égypte, jusqu'à plus 300, plus 400. Pourquoi? Parce qu'à partir de plus 300, il y a des noyaux de royaumes qui commencent à apparaître, qui sont, une fois de plus, datés, reconnus. Peut-être qu'il y a eu des royaumes avant. On sait qu'il y a eu la civilisation Nok, mais à part le fait qu'on sait que c'était une civilisation, une certaine culture, on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas l'organisation politique, on n'a pas retrouvé d'écrits, il n'y a rien. Alors que le Ghana, on sait que c'est un royaume, il y a des écrits, des expéditeurs, enfin des voyageurs arabes. Et donc là, on commence à rentrer dans les années plus 400, plus 500. Donc, à partir de là, il y a vraiment le noyau du royaume Ghana ou du Ouagadou qui va naître en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, une fois de plus, en parallèle, pensez que pendant ce temps, ce qui se fait en Afrique subsaharienne, c'est vraiment la migration des Bantous. C'est-à-dire que dans les années plus 300, plus 400, le royaume Congo, il n'existe pas encore. C'est encore des clans qui viennent là, qui migrent progressivement. Les royaumes Lunda, Luba, ça, alors pas du tout, c'est beaucoup plus tard. Le Monomotapa, pas du tout. Les Zoulous, ils sont encore en train de descendre, etc. Donc, l'Afrique de l'Ouest a déjà des royaumes qui commencent à se former, se stabiliser. Le Ghana, c'est un exemple qui est parlant. Et tout à l'heure, je vais vous parler de l'importance des traditions, enfin des sources écrites. Pourquoi? Parce que bien qu'aujourd'hui, par exemple, le Ghana avait pour capitale ce qu'on appelle Kumbi Salé. En gros, le royaume du Ghana, c'était pas vraiment un empire. Vous savez, il y a eu c'était progressif. Au début, c'était le Ghana. Ensuite, le Ghana s'est effondré. Des petits royaumes tels que le Soussou, le Mali ont émergé. Après, le Mali a fait son empire. Mais après, il y a eu le Songhai. Et progressivement, l'extension était toujours plus grande. Vous le voyez sur les cartes. Vous voyez, à gauche, c'est le Ghana qui était un petit royaume. Enfin, petit, c'est relatif. Et progressivement, le Mali, il est plus grand et le Songhai, il est plus grand.
Et donc, l'empire maximum, c'est le Songhai. Par excellence, le Mali, c'est déjà un empire parce que c'est très grand. Mais le Ouagadougou ou le Ghana, c'est un royaume, c'est plus modeste. Et ce royaume se situait à la confluence, l'endroit où se sépare le Sénégal et le Niger. Vous savez, pour ceux qui connaissent bien la région, il y a la boucle du Niger qui part en gros de la région du Boré, il me semble, qui fait le tour avec sur la pointe, il y a Tombouctou, et puis qui redescend en traversant, comment on appelle, le Burkina, etc., pour arriver avec le delta au Nigeria, le Niger, etc. Et de l'autre côté, il y a la mini-boucle du Sénégal qui part de la région du Bambouk, il me semble, et qui part se jeter sur la mer de l'autre côté. Et le royaume du Ghana s'est vraiment formé à l'endroit où ces deux cours d'eau se séparent, en gros. Et presque, enfin, quelque part dans cette région-là, il y avait la cité-État, en gros la capitale du royaume Ghana, qui s'appelle Kumbi Salé. Mais historiquement, enfin, aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé, on ne sait pas Kumbi Salé c'était où. On ne sait pas exactement, on n'a jamais confirmé que les vestiges qu'on a retrouvés sur le territoire de ce qui était le royaume du Ghana, Kumbi Salé était vraiment à cet endroit. On ne sait pas. Mais par contre, comment on sait que la capitale s'appelait Kumbi Salé? Et on connaît la description du royaume parce que le royaume a été décrit avec le royaume et puis la ville de Kumbi Salé avec les deux cités principales, la cité, on va dire, païenne ou animiste, comme c'est décrit à l'époque, où vivait le roi avec toute son artillerie, son écurie de chevaux, etc. Et puis après, la cité musulmane avec les commerçants arabo-berbères, etc. D'ailleurs, où résidaient tous ces expéditeurs arabes, tels que, il y en a eu plusieurs, les expéditeurs arabes. Et c'est vraiment ces sources écrites qui ont permis de confirmer énormément de choses. Ce sera aussi le cas pour le Mali. Bon, le Songhai, ils auront déjà de l'écriture. Le Songhai, ils vont commencer à adopter, avec la Djami, ils vont commencer à écrire déjà au Songhai. Mais le Ghana, pas vraiment. Et donc le Ghana, c'est vraiment les témoignages du Ghana, les origines du Ghana, avec Kaya Mango Cissé, du clan des Cissé, etc. La richesse du Ghana avec l'or qui venait, l'or alluvial qui venait du Bambouk et du Bouré, toutes ces choses, le commerce qui est fait avec les Arabo-berbères, les Almoravides, etc. Donc ce commerce, en gros, c'était on échangeait de l'or principalement et des esclaves qui venaient donc de la région Ghana, Ouagadougou, contre les Arabo-berbères qui venaient avec du sel, qui venaient avec de la pourpre, qui venaient avec des soies aéries, des cotonnades, plusieurs objets qui venaient donc soit même du sud de l'Europe, soit du Moyen-Orient ou soit même du Maghreb, qui venaient être échangés comme ça sur les marchés d'Aoudaghost au niveau de la capitale Koumbi Salé, au niveau du Ghana. Et donc, toutes ces choses-là, on les connaît parce qu'il y a eu des chroniqueurs. Donc, si je cite tous les chroniqueurs entre le Ghana, du Ghana jusqu'au Songhai, on va dire, il y a plein de chroniqueurs arabes. Il y a Al-Idrissi, il y a Ibn Aokal, Ibn Battuta, Al-Bakri, Mahmoud Kachi, c'est vraiment tous ces gens qui ont fait que cette région soit connue comme ça. Mais il faut avoir conscience que s'ils étaient arrivés, l'expansion des Arabes commence à partir de 600. Donc tout ça s'imbrique parfaitement. Mais s'il y avait des expéditeurs avant qui avaient décrit Noc, par exemple, vous vous doutez bien qu'on connaîtrait beaucoup plus, on saurait beaucoup plus de choses sur Noc, par exemple. Ce n'est pas le cas. Et là, vous voyez l'importance des sources écrites, en fait. Ça vient confirmer les choses. Et donc, ça, c'est fondamental à comprendre pour ne pas tomber dans des simplifications et on va dire des travers. Donc, voilà ce que je peux vous dire du Ghana. Le roi du Ghana, le Ghana a quand même été décrit de manière très positive par les auteurs arabes, ce qui tend à penser quand même que c'était un royaume très riche. Ils ont l'air vraiment de respecter. Ils pensent que c'est comment dire, le royaume était très notable
et notamment par le commerce de l'or que le roi du Ghana avait sur la sous-région. Et cet or-là s'est retrouvé très loin. Cet or est parti jusqu'au Moyen-Orient, etc. Ce commerce est allé vraiment très très loin. Et il y a des preuves qui ont été retrouvées. Et alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les fondateurs, donc les clans Cissé, tout ça, qui sont les fondateurs en gros du Ghana, ce sont des clans soninké. Alors, il y a plusieurs origines. Il y a des gens qui disent que les soninké, c'est purement des clans originaires, enfin, purement noirs d'Afrique de l'Ouest, etc. Il y en a qui disent que c'était déjà le produit du métissage avec certains berbères nomades du désert. Bon, bref, ce sont des théories, voilà, des hypothèses. Mais globalement, on sait que voilà, ce sont des clans soninké qui ont fondé le Ghana. Et donc, à partir de 300-400 à peu près, ils se sont structurés progressivement et ils ont atteint leur apogée. Enfin, le royaume a atteint son apogée dans les années 800-900 et par là. Et forcément, par le fait que le Ghana contrôlait le commerce, en gros, parce que l'or venait du sud du Ghana et les Almoravides, les Arabo-Berbères, ils venaient du nord, notamment en passant par la Mauritanie, etc. Les mecs, à un moment donné, ils ont voulu accéder eux-mêmes aux mines d'or, parce qu'à un moment donné, ils se pensaient plus forts, et ils ont voulu bypasser, on va dire, le pouvoir du Ghana et du roi du Ghana. Donc, ça a emmené à des guerres. La guerre qui va vraiment défaire le Ghana, ça se passe dans les années 1070, 1076, quelque chose comme ça, 1070, où effectivement les Almoravides battent les armées du Ouagadougou ou du Ghana. C'était quand même des armées assez conséquentes parce que on parle de 200 000 hommes avec des milliers de chevaux. Ça commence déjà à être sérieux, quoi. Là, on est déjà dans l'équivalent du Moyen-Âge, quoi. 200 000 hommes, 40 000 archers, des milliers de chevaux, ça commence à devenir du sérieux, quoi. Et donc là, mais malgré ça, quand même, les Almoravides battent le Ghana. Et quand les Almoravides battent le Ghana, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le royaume du Soussou qui se situait au sud-est, avec une petite cité vassale qui se situait au sud-est du royaume, mais sous la sphère d'influence, bien évidemment, du Ghana, qui va commencer à prendre de l'ampleur. Donc, c'est ce qui va donner le Soussou, le fameux royaume Soussou avec Soumaoro Conté. Et à côté, il y avait aussi le noyau de ce qui deviendra le Mali après, etc. Avec les tribus mondées, vous voyez sur la carte au sud, ce qui donnera les Malinqués, etc. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on revient aux paramètres. S'il y a une chose à retenir encore une fois de plus, c'est ça, c'est que le paramètre de l'unification. C'est que le Ghana était un grand royaume pour l'époque, mais relativement petit quand même, de telle sorte que tous les Arabo-Berbères coalisés du Nord ont réussi à battre le Ghana. Et on peut imaginer que si assez vite, parce qu'on parle quand même d'une histoire qui s'est étalée de 300-400 à 1000 après Jésus-Christ, donc on parle quand même de 700 ans à peu près d'histoire, c'est pas rien, presque 1000 ans même. À cette échelle-là, ils auraient pu unifier des groupes plus importants. Ils auraient pu déjà, par exemple, au lieu de garder Soso comme un vassal, ou bien d'autres tribus mandingues, ils auraient pu unifier. Ils auraient pu faire comme l'Égypte, etc. Et à ce moment-là, ils auraient été beaucoup plus forts. Ils l'ont pas fait. Et une fois de plus, on voit que ce paramètre unification, c'est quelque chose de fondamental. Et on reviendra souvent dessus dans les royaumes africains, notamment parce que finalement, au Ghana, on n'a pas encore assez d'éléments parce qu'on a des descriptions étrangères de ce qui se passe. Donc, les détails sur les dynasties et les clans, on les connaît un peu, mais pas parfaitement parce qu'ils voient les choses de l'extérieur. Mais plus le temps va passer, plus on va en arriver au Mali. Après, les expéditeurs, avec le temps, ils commencent aussi à connaître les choses. Et plus on va arriver au Mali, Sonra, etc., on commence à comprendre les dynamiques internes des sociétés, comment se structurent les clans, etc. Et tout ça, on verra ça donc
sur ce qui va arriver avec le Mali après, à partir des années 1200, hein, avec la montée du Mali, avec Soundiata Keïta, tout ça, jusqu'au Sonrail, et puis après jusqu'au enfin, à toute l'époque précoloniale, on va dire. Donc ça, c'est pour le Ghana, avant le XIIe siècle. Et juste un élément important, c'est que, pour conclure, à côté dans la zone de l'Éthiopie, enfin d'Aksum, au sud, donc toute la région qui est, enfin au sud, à l'ouest, quoi, sud-ouest, toute la région où il y a le Tibesti, qui va devenir le Darfour, etc. Vu qu'on a de plus en plus de données, notamment avec le périple de la mer d'Érythrée, et puis les Éthiopiens qui écrivent, et puis les Romains qui ont pris l'Égypte, et puis qui descendent presque jusqu'à Couche, qui tentent des percées du désert avec des expéditions, on a de plus en plus de descriptions des groupes ethniques qui vivent dans cette région-là. Et on commence déjà à retrouver des ethnies qu'on connaît aujourd'hui. Typiquement, on commence déjà à parler des Toubous, par exemple, qui sont au nord du Tchad. On commence à parler des Garamontes, qui sont au sud de la Libye. Toutes ces ethnies du faisan de la Libye dont parlait Chris la dernière fois, les Agawa, des choses comme ça. On commence à les retrouver dans l'histoire progressivement, décrits grâce Donc tout à l'heure, on parlait des expéditeurs arabes qui décrivent la région du Ghana, etc. Ben là, de l'autre côté, on a aussi des expéditeurs d'un premier temps romain, mais après d'un second temps arabe, qui vont décrire la région. Et puis les Arabes, ils vont bien évidemment arabiser la région, qui va faire que les populations de cette région-là vont devenir arabes. Et c'est ce qui va donner, beaucoup plus tard, on n'en est pas encore là, ça va donner des groupes enfin des royaumes tels que le Kanem-Bornou, le Wadaï, etc. Le Baguermi, des choses comme ça. Et donc, voilà. Pour cette période-là, avant le XIIe siècle. Donc voilà, c'était un peu ramassé. J'ai essayé vraiment de reprendre des éléments généraux. Je n'ai pas mis tout le détail que je voulais dire en réalité.